Magali n'aime pas perdre trop de temps en cuisine. Alors pour faire sa quiche, elle utilise une pâte toute faite. Et là se trouve un ingrédient dont elle ignore tout. On peut regarder ce qu'il y a dans cette pâte brisée? Ah oui. De la farine de blé, des huiles végétales, palme et colza. Il y a de l'huile de palme. Ouais. C'est un produit que vous connaissez? Je crois que c'est une huile qui est utilisée dans les produits industriels. Cette huile, peu d'entre nous la connaissent, alors qu'on en trouve dans près d'un aliment industriel sur 2. Nous en mangeons à notre insu et plus souvent qu'on ne l'imagine. De l'huile de palme, Magali et ses enfants vont en consommer tout au long de la journée. À 7 heures, au petit déjeuner, dans la margarine et ses biscottes, dans cette pâte à tartiner, comme dans ce pain brioché, ou bien dans ces céréales. 4 heures, de l'huile de palme, les enfants en mangeront encore dans leur glace. Et plus étonnant, dans ces biscuits bio. 20 heures, et hop, encore un peu d'huile de palme dans ce bouillon. Huile de palme toujours, dans ces chips. Et enfin, dans ces raviolis frais. Vous croyez avoir tout vu? Eh bien non. L'huile de palme, il y en a aussi dans certains produits ménagers ou cosmétiques. Chaque Français en consommerait près de 2 kilos par an. C'est la matière grasse la plus utilisée au monde. 50 millions de tonnes sont produites chaque année. Pour beaucoup, il est temps de dire stop. C'est un produit qui est produit à l'autre bout du monde, on ne sait pas trop comment. On nous en fait consommer sans nous le dire. C'est un élément qui concourt à ce qu'il y ait des difficultés de santé publique dans notre pays. Les plantations de palmiers ont pour conséquence une déforestation massive sur l'île de Bornéo. Risque pour la santé et pour l'environnement. La production intensive d'huile de palme n'est pas sans conséquences. Certains souhaitent s'en passer. Mais est-ce possible? Et à quel prix? Enquête sur une huile qui fait tache. C'est au beau milieu du bocage normand que notre enquête commence. La biscuiterie de l'Abbaye est l'une des dernières biscuiteries familiales françaises. Et là aussi, on s'est mis à l'huile de palme. Gérard Lebaudy, le patron, est fils et petit-fils de boulanger. Sa spécialité, le sablé normand. Pour sa marque de biscuits haut de gamme, comme le veut la tradition, il n'utilise que du beurre. Vous voyez, je vais vous montrer. Ici, vous avez du beurre d'Isigny, appellation d'origine contrôlée. Quand on fait un sablé normand, on ne peut pas le faire avec autre chose que du beurre. C'est bien évident, c'est le patrimoine de la région, c'est la fierté de la région. Mais pour faire tourner son usine, Gérard Lebaudy fabrique aussi des biscuits pour la grande distribution. Et là, il faut tirer les prix et il est rarement question de beurre. Alors, il emploie de l'huile de palme, comme dans ses cookies. C'est la matière grasse la meilleure marché au monde. 4 fois moins chère que le beurre. En voici sur ces palettes. L'huile de palme se présente de cette façon finalement. L'huile de palme a la caractéristique d'être solide à température ambiante. Il faut la réchauffer pour qu'elle soit liquide. Solide, l'huile de palme est facile à stocker, mais aussi à travailler. Elle est devenue la chouchoute des industriels. À les écouter, elle n'aurait que des qualités. On va faire un pré-mélange entre le sucre et l'huile de palme, qu'on appelle le crémage. Après, on pourra mettre les autres ingrédients. Donc là, vous voyez, on obtient une crème. On n'aurait pas exactement le même résultat avec une autre huile. Cette texture-là, pour un biscuitier, elle est assez idéale.
On peut le dire, pour les produits qu'on fabrique, oui, tout à fait. Oui. C'est une texture qui va nous permettre d'avoir le résultat optimal qu'on recherche. À savoir un biscuit léger, fondant, croustillant, avec une bonne conservation, stable dans le temps, enfin bref, quasiment l'idéal. Résumons. L'huile de palme apporte du moelleux, du croustillant, elle est neutre en goût et favorise la conservation. Du gras, pratique et pas cher. Elle est devenue incontournable. Tous les ans en France, 130 000 tonnes d'huile de palme sont incorporées dans les produits industriels. Mais que sait-on de cette huile? Et d'abord, d'où vient-elle? Pour le découvrir, nous sommes allés à 12 000 km d'ici, en Indonésie. Nous avons choisi d'enquêter sur l'île de Kalimantan, plus connue sous le nom de Bornéo. L'Indonésie est le premier producteur mondial d'huile de palme. À elle seule, elle assure la moitié de l'approvisionnement de la planète. Nous sommes sur une petite plantation indépendante. Mahariadi est gardien de 4000 palmiers. Leurs fruits sont d'un rouge orangé éclatant. Ici, on parle d'ailleurs d'or rouge de l'Indonésie. Je regarde les fruits pour savoir s'ils sont mûrs. Les fruits sont cueillis à l'aide de longues perches équipées d'une lame tranchante. Ils poussent en énormes grappes d'une quinzaine de kilos. Pour des arbres comme ça, on récolte les fruits une fois par semaine. Toutes les semaines, les ouvriers travaillent sur différentes parcelles. Les palmiers donnent des fruits tous les 15 jours, 12 mois sur 12. Ce sont les arbres les plus rentables au monde. Voici les fruits du palmier qui permettent de produire de l'huile. C'est très bon à manger. Le noyau est tout petit, c'est la chair qui donne de l'huile. Regardez, quand on presse, il y a de l'huile qui sort. La chair donne de l'huile de palme. Le noyau, une fois pressé, de l'huile de palmiste. Une sorte de concentré d'huile de palme, surtout utilisé dans les cosmétiques. Une fois pressé en usine, voilà à quoi ressemble l'huile brute. C'est un Français, Henri Fauconnier, qui le premier, au début du XXe siècle, a eu l'idée de planter des palmiers à huile. Il découvre l'arbre lors d'un voyage en Afrique et décide de l'importer en Malaisie. Un siècle plus tard, l'huile de palme fait la fortune de la région. En Indonésie, 20 millions de personnes vivent de son exploitation. Nous allons à Sampit, 66 000 habitants, la plaque tournante de l'huile de palme dans la région. Chaque jour, c'est un balai incessant de camions gorgés d'huile ou de fruits. Tous font la navette entre la ville et les plantations. À Sampit, on trouve de la palme à chaque coin de rue, sous toutes ses formes. Les marchands ambulants l'utilisent pour frire des bâtonnets de viande. Les mères de famille ne jurent que par elle. Comme l'huile d'olive en Italie, c'est l'ingrédient national. J'utilise une bouteille comme celle-ci par semaine pour faire du poisson frit ou bien des légumes frits. Et si mes enfants me demandent de faire un gâteau, je le fais aussi à l'huile de palme. Je pense que c'est la meilleure. Aux abords du marché, une boutique ne désemplit pas. Celle de ce grossiste en huile de palme. Directement approvisionné par les plantations,
Ils revendent ensuite à bon prix ces jerrycans de 5 litres. Hadj Arsiad a l'air d'un homme simple. Pourtant, il est l'un des commerçants les plus riches de la ville. J'en vends en moyenne 80 tonnes par semaine. Pour nous montrer ce qu'il gagne, notre marchand va sortir sa calculette. Il vend pour plus de 635 millions de roupies d'huile de palme par semaine, soit près de 50 000 euros. Ça va pour vous? C'est un bon business? Ça va. Mais si ça augmentait encore, ce serait bien. L'Indonésie s'est lancée dans une course à la production effrénée. Car partout sur la planète, la demande explose. Nous consommons 4 fois plus d'huile de palme qu'il y a 20 ans. Seulement un jour, nous pourrions bien le regretter. Car cette huile du bout du monde qui atterrit dans nos assiettes n'est pas sans risque pour la santé. Bonjour. L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est la première à avoir tiré la sonnette d'alarme. Le fameux rapport. Cet organisme a pour mission d'alerter les pouvoirs publics sur les risques concernant notre santé. Dans un rapport de 2010, l'ANSES explique que l'huile de palme est un acide gras non indispensable qui contient de l'acide palmitique athérogène en cas d'excès, c'est-à-dire qui bouche nos artères. L'huile de palme, parce que ses teneurs en acide gras palmitique sont élevées, quand elle est surconsommée, expose à un risque de maladie cardiovasculaire. Si l'huile de palme est plus risquée que d'autres graisses, c'est parce qu'elle n'est pas une huile comme toutes les autres. Bien qu'étant issue d'un fruit, l'huile de palme est proche d'une graisse animale, comme le beurre, le lard ou la crème. Comme eux, elle contient des acides gras saturés, principaux responsables des maladies cardiovasculaires. L'autre problème de l'huile de palme, c'est que nous la consommons raffinée, dans la nourriture industrielle. À partir du moment où on raffine un ingrédient, il perd son intérêt nutritionnel, donc il va nous rester les acides gras avec peu d'autres microconstituants qui pourraient présenter un intérêt. À l'état brut, l'huile de palme contient du bêta-carotène, une provitamine excellente pour la peau. C'est ce qui lui donne cette couleur rouge-orangée. Seulement, une fois traité en usine, il n'en reste pratiquement rien. L'huile de palme raffinée est donc du gras, dépourvu de bienfaits. Et le véritable danger, c'est son accumulation à notre insu. Nous nous rendons dans les environs de Montpellier. Dans cette clinique, nous allons interroger un nutritionniste connu pour son combat contre la malbouffe. Je vais vous montrer une vidéo. Nous lui montrons la vidéo de la famille rencontrée en début de film. Ce sont ces menus. Vous allez nous dire s'ils consomment trop d'huile de palme. Donc on a quand même beaucoup de produits industriels transformés. Pour l'instant, on n'a pas vu beaucoup de légumes, on n'a pas vu beaucoup de fruits. Il ne faut pas croire que parce que le produit est bio, il n'y ait pas de matière grasse non plus. Ce nutritionniste est atterré par la quantité d'huile de palme que les enfants avalent en une journée. En mettant partout, les industriels nous rendent accros dès le plus jeune âge. Et les conséquences ne se feront sentir que longtemps après. Ce que moi je vois assez souvent dans les services de cardiologie, des gens qui ont eu ce type d'alimentation et qui font ensuite ce qu'on appelle des événements cardiovasculaires divers. Et toute la problématique que l'on a sur le plan nutritionnel, quand ces gens-là ont pris ça pendant des années, c'est d'arriver à les déconditionner par rapport à ce type d'alimentation. Or, l'industrie agroalimentaire en général cherche plutôt à flatter l'essence, donc à rajouter du gras, à rajouter du sucre, à rajouter des exhausteurs de goût pour faire vendre leurs produits, tout simplement. Du gras pour faire vendre. Cette pratique des industriels, certains souhaitent y mettre un terme. Au Sénat,
un élu est parti en guerre contre l'huile de palme. C'est pour continuer à monter des escaliers 4x4 que vous voulez taxer l'huile de palme? Oui, c'est un peu pour ça, oui, exactement. Il y a quelques années, Yves Daudigny a failli mourir. Une artère bouchée par un caillot de graisse. Depuis, il traque le gras partout dans son assiette, comme dans celle des Français. C'est pour cette raison qu'en novembre 2012, il a déposé un amendement visant à renchérir le coût de l'huile de palme. La fameuse taxe Nutella. Cette taxe additionnelle s'appliquerait aux huiles de palme et de palmiste particulièrement nocives pour la santé et surtout... Le sénateur veut rendre l'huile de palme plus coûteuse pour que les industriels s'en détournent. Merci. Les 40 millions d'euros de recettes iraient à la sécurité sociale pour lutter contre les maladies cardiovasculaires. Le signal que j'ai voulu donner par l'amendement proposé, c'est un signal qui s'adressait d'abord aux industriels, utiliser l'huile de palme avec plus de discernement. En faites pas la solution à tous les problèmes, c'est un peu trop facile. Voilà. Alors c'est vrai que ça peut coûter plus cher, ça peut remettre en cause des process industriels, donc des nouvelles machines éventuellement, des coûts plus élevés, mais qui peuvent s'amortir aussi. Si entre-temps il y a un bénéfice de santé publique, la société sera gagnante. L'amendement a été retoqué par l'Assemblée, mais pourrait bien être repris par le gouvernement. Chez les industriels, c'est le branle-bas de combat. Pas question pour eux de se passer d'huile de palme. Premier à riposter, l'italien Ferrero, le fabricant du Nutella. Il faut dire qu'avec près de 20% d'huile de palme dans sa pâte à tartiner, il est l'un des premiers visés. Pour lui, l'enjeu est de taille. Les Français sont les plus gros consommateurs de Nutella en Europe. 2 kilos par famille et par an. Plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Pour rassurer ses clients, le groupe s'est offert une vaste campagne de pub. D'après Ferrero, l'huile de palme garantit l'onctuosité de la recette. Et surtout, elle n'est pas dangereuse pour la santé. Selon lui, une tartine de Nutella contient moins de matières grasses saturées que la plupart des goûters. Mais en fait, Ferrero ne compare sa pâte à tartiner qu'avec des goûters plus gras, comme des biscuits chocolatés ou des pains au chocolat. Pour démontrer combien de gras contient le Nutella, un consommateur a fait une petite expérience sur Internet. Il a laissé un pot au soleil une journée dans une voiture. La température dans la voiture est proche de 58 degrés. Et en fait, c'est la chaleur étouffante de la voiture va permettre de dissocier l'huile du chocolat. 8 heures plus tard, toute l'huile est remontée à la surface. Cela représente un verre entier. Car en fait, le Nutella, c'est 55% de sucre, 17% d'huile de palme, 13% de noisettes et seulement 7% de cacao. Aux États-Unis, Ferrero a été attaqué en justice pour publicité mensongère par des mères de famille, car leurs enfants avaient grossi. L'entreprise a été condamnée à leur verser plus de 3 millions de dollars, soit 2 300 000 euros. Le groupe Ferrero n'a pas souhaité répondre à nos demandes d'interview. L'huile de palme serait donc le secret d'une bonne pâte à tartiner. Il serait impossible de s'en passer. En Dordogne, un artisan va nous prouver le contraire. Nous voici dans une chocolaterie. Ici, on fabrique de la pâte à tartiner. Walter Bovetti, le patron, est italien et amoureux du chocolat. Nicolas, je viens pour la dégustation. C'est parfait, c'est délicieux. Ça me convient. Refusant de céder à la facilité, il a inventé une pâte à tartiner
sans un soupçon d'huile de palme. On a des excellentes matières sans toucher le palme. Pourquoi aller toucher un truc qui n'est pas terrible? Il est neutre, il n'est pas bon. Et vous préférez mettre du gras qui a du goût? Mais obligatoirement, il faut trouver toujours une question d'équilibre dans le goût. Et mon intérêt, c'est de vendre de la bonne matière, de bons produits, qu'avoir des produits médiocres. Dans sa pâte à tartiner, des noisettes, du cacao et du sucre. Mais à la place de l'huile de palme, du beurre de cacao et de l'huile de colza. Autre différence avec le Nutella, les proportions. Les produits les plus chers sont les plus utilisés, à commencer par les 40% de noisettes. Est-ce que c'est beaucoup? Oui, c'est énorme. La plus connue des pâtes à tartiner, il est à 13%. La noisette et le beurre de cacao apportent l'essentiel du gras. Quant à l'onctuosité, elle est assurée par l'huile de colza. Est-ce que c'est meilleur que l'huile de palme? Incomparable. Beaucoup plus difficile à travailler, parce que comme c'est de l'huile, c'est liquide. Mais très bon pour la santé, pour l'oméga 3, c'est très riche en oméga 3 et combat le mauvais cholestérol, comme le beurre de cacao combat le mauvais cholestérol. Évidemment, le choix de se priver d'huile de palme a un prix. La pâte à tartiner de ce chocolatier est plus de 2 fois plus chère que le Nutella. Merci beaucoup, passez une bonne soirée. Cela n'a pas empêché un grand distributeur de lui en commander. Système U a supprimé l'huile de palme d'une centaine de produits pour la remplacer par du colza ou du tournesol, essentiellement dans les chips et les biscuits. Sauf exception, les prix n'ont pas augmenté. C'est ce que nous affirme Serge Papin, le patron de Système U. Si on substitue l'huile de colza à l'huile de palme, à partir du moment où c'est qu'une partie du produit, ça n'a pas un impact important sur le plan du prix du produit. Donc on peut tout à fait amortir la substitution de l'huile, même si en effet l'huile de colza est un peu plus chère, mais pas tant que ça. Des industriels ont eux aussi réagi. Findus est l'un des pionniers. Aujourd'hui, il a totalement renoncé à l'huile de palme dans tous ses surgelés. Les biscuits Saint-Michel et les pains de mie Jacquet sont également passés à l'ère du sans huile de palme. Au total, une trentaine de marques françaises l'ont supprimé dans au moins une partie de leurs produits. Les industriels évoluent, en partie sous la pression des consommateurs. Nous avons rencontré l'un de ceux qui ont fait de la chasse à l'huile de palme un combat citoyen. Adrien Gontier, 27 ans, est une star sur Internet. Sur son blog, il a mené une expérience extrême qui l'a rendu célèbre. Vivre 1 an sans huile de palme. Depuis, ce thésard en géochimie en a gardé certaines habitudes, comme celle de faire ses courses à pied. De l'huile de palme, on en retrouve dans les agrocarburants, notamment dans le diesel. Et donc, j'ai dû me passer de voiture, en tout cas limiter au maximum ma consommation de voiture, si on peut dire les choses ainsi. Adrien est devenu un expert pour débusquer l'huile de palme. Et quand il fait ses courses, il est incollable sur les produits. Donc dans les biscuits apéritifs, en général, il y a souvent de l'huile de palme. Par contre, dans les chips, ils les ont souvent remplacés par de l'huile de tournesol. Donc là, dans les mayonnaises, en général, pas trop de risques. Dans le rayon chocolat, il n'y a pas trop de risques dans tout ce qui est chocolat noir, chocolat au lait. Par contre, ce qui est fourré et ainsi de suite, là, c'est un peu plus risqué. Alors dans les pâtes et le riz, là, pas de problème. Par contre, dans les soupes en sachet, il y a souvent de l'huile de palme et là, je ne m'arrête pas. Adrien s'est rendu compte que les industriels n'étaient pas obligés de spécifier quelle graisse ils utilisaient. L'huile de palme est souvent dissimulée sous d'autres appellations, comme origine végétale ou huile végétale. Mais ce n'est pas tout. Alors, par exemple, ici, on a un dérivé possible d'huile de palme. Ici, on a du bêta-carotène.
En Europe, grosso modo, on a un très gros quart de l'huile de palme qui est transformée chimiquement pour donner d'autres produits. Et typiquement, ce sont des produits comme des émulsifiants, des colorants et ainsi de suite. Ici, c'est des torsades. On a un émulsifiant E471 qui peut être originaire de l'huile de palme et on a un colorant qui peut être aussi originaire de l'huile de palme. Donc là, c'est de l'huile de palme en puissance, certainement. Donc là, vous faites comment? Ben là, du coup, j'aurais pris le croissant pur beurre. Voilà. Adrien a découvert que près de 20% de l'huile de palme mondiale était utilisée dans les cosmétiques. Elle apporte de l'onctuosité et permet aux produits de se conserver longtemps. Et là, ça a été un vrai casse-tête pour la repérer. Heureusement qu'il avait une thèse en chimie. Alors le produit d'hygiène, c'est très barbare. En fait, il y a énormément de produits dérivés dont on ne sait jamais exactement l'origine. Donc il faut contacter chaque industriel pour chaque produit. Donc là, ça a été la partie un petit peu plus difficile, mais un peu plus rigolote, parce que finalement, il y a tous les produits avec les noms chimiques, et là, je me suis vraiment éclaté dans ce rayon. Allez, le petit préféré d'Adrien, ce shampoing à la pomme. Il y a un dérivé possible d'huile de palme, ammonium lauride sulfate. Il y a de la glycérine, hydrogenated palm glycéride, citrate. Ah, ça c'est génial, ça c'est de l'huile de palme hydrogénée, hein. Du lauryl alcool, dérivé probable. Ensuite on a des tocophérols qui peuvent même être d'origine végétale, d'huile de palme. Donc celui-là il est vraiment sympa finalement. Faut que je retienne. Je vais le mettre sur le blog. Il est génial. Aux pommes, aux feuilles d'olivier. Sur son blog, Vivre sans huile de palme, Adrien alerte les consommateurs. Il y référence les marques utilisant de l'huile de palme et donne des conseils pour vivre sans. Le premier d'entre eux est de se mettre au fourneau. Alors je mange un petit peu comme avant, des produits frais, des produits simples. En évitant les produits transformés, on arrive à éliminer l'huile de palme dans l'alimentation de manière relativement facile. Mais pour les puristes comme Adrien, il ne s'agit pas seulement de manger plus sain. Il a poussé l'expérience si loin qu'il est allé jusqu'à fabriquer ses propres savons. Alors là, qu'est-ce que c'est? Ça, ce sont mes savons qui sont en cure. Ils attendent leurs 8 semaines avant d'être utilisés. Au-delà du plaisir et du jeu, la démarche d'Adrien n'a qu'un seul but, réveiller les consciences. Et il n'est pas le seul à vouloir agir. Il y a 3 ans, Greenpeace a détourné une pub pour des barres chocolatées. Car produire de l'huile de palme, c'est déforester, détruire la forêt primaire. En Indonésie, toutes les minutes, l'équivalent de 6 terrains de football disparaît. Des pans entiers de forêts millénaires sont brûlés pour laisser place à la monoculture du palmier. Privées de leur milieu naturel, certaines espèces animales comme les orang-outans sont en voie d'extinction. À Kalimantan, en 60 ans, la forêt primaire a pratiquement disparu de moitié. Autre problème provoqué par l'expansion des plantations, l'expropriation des petits paysans. Nous nous rendons dans le sud de l'île, dans la province de Kalimantan Centre, à 3 heures de route de Sampit. Ici, il y a à peine 10 ans, il n'y avait que de la forêt. Wardian est d'origine Dayak, l'ethnie de Kalimantan. À 56 ans, il est en conflit avec une plantation voisine qui, selon lui, occuperait illégalement une partie de son terrain. Mon terrain commence ici et va jusque là-bas. De ce côté-ci, il est délimité par la rivière. Il s'étend au loin par là. C'est très important pour moi de pouvoir le donner un jour à mes enfants. Ça, c'est le seul arbre qui me reste. Car un jour, les gens de la plantation sont venus avec un bulldozer. Ils ont saccagé mon terrain et beaucoup d'autres. C'était il y a 9 ans.
Selon lui, la plantation d'à côté aurait déforesté et planté des palmiers sans le lui dire. Avant, cette terre permettait à Wardian de vivre. Ici, à la place de ces palmiers, il y avait des arbres fruitiers, des arbres à caoutchouc, et il chassait le gibier. Aujourd'hui, il a du mal à s'en sortir. Ça m'a fait beaucoup de peine. Si un animal m'avait fait ça, je l'aurais tué. Mais là, je ne peux pas, parce que ce sont des hommes et qu'il y a des lois. Pour défendre ses droits, Wardian a fait appel à l'association Wali, une ONG indonésienne qui aide les populations locales aux prises avec les grandes plantations. Wardian n'est pas un cas isolé. Comme lui, 325 autres paysans de Kalimantan Centre auraient été spoliés de leurs terres. Wali tente de leur obtenir des indemnités. L'association dénonce la responsabilité des autorités politiques dans ces spoliations. Les autorités régionales attribuent des terrains aux plantations, mais elles le font sans demander l'avis des populations à qui ils appartiennent. En Indonésie, les villageois n'ont pas de titre de propriété. Ils se basent sur la loi tribale pour justifier qu'un terrain leur appartient. Et ça, c'est un problème, car les autorités ne respectent pas la loi tribale. Wardian a porté plainte contre la plantation. En attendant son procès, celle-ci s'était engagée à ne pas récolter les fruits des palmiers plantés sur sa parcelle. Seulement pour Wardian, elle n'aurait pas respecté sa promesse. Voilà la preuve qu'ils ont bien récolté des fruits. Pourtant, c'était clair que personne n'avait le droit de venir à nouveau sur mon terrain, ni pour l'entretenir, ni pour cueillir des fruits. Excédé, Wardian s'en est pris à un employé de la plantation qu'il manqua d'étrangler. Un geste qui lui valut 6 mois de prison, il y a 3 ans. Aujourd'hui, Wardian espère toujours être indemnisé pour l'occupation de ses terres. Et il porte un regard très dur sur les grandes plantations. Les compagnies de palmiers à huile font du tort à la population. Elles ne nous apportent rien de bon. Ce que je vois ici, ce sont les pratiques de la colonisation. Des accusations récusées en bloc par les grandes plantations qui assurent respecter les petits paysans. Mais comment en est-on arrivé à de telles pratiques? Nous sommes allés poser la question au gouverneur de la province de Kalimantan Centre. Voici son palais à Palangkaraya, la capitale de la province. Nous sommes reçus comme des hôtes de marque. Très vite, nous allons comprendre que le gouverneur a choisi son camp. Selon lui, les plantations de palmiers sont une nécessité économique. Elles font vivre 20 millions de personnes en Indonésie. Tant pis pour la forêt et ses habitants. Comment fait-on pour offrir une vie meilleure aux gens si on ne coupe pas les arbres? Vous croyez vraiment que le niveau de vie des gens s'améliore quand on rase leurs arbres? Non, je ne veux pas parler de ça. Ce n'est pas la question. Ce que je veux simplement dire, c'est que si les gens passent leur temps à attendre et à prendre soin de la forêt, comment est-ce que leur niveau de vie va s'améliorer? Pour se justifier, le gouverneur, lui aussi d'origine dayak, nous assure tout faire pour sauver la forêt. Il a d'ailleurs lancé un programme pour replanter 10 millions d'arbres. Mais tous ces arbres ne remplaceront jamais la forêt millénaire. Les dégâts causés sont irréversibles. Alors, pour faire taire les critiques, une nouvelle filière d'huile de palme s'est mise en place. L'huile durable, RSPO. C'est tous ensemble que nous avons dû trouver une solution. Elle s'appelle la table ronde pour une huile de palme durable, la RSPO. En 2004, des entreprises, des plantations et des ONG de 50 pays créent le label RSPO. Ils sont plus de 1000 membres aujourd'hui. Leur but, produire une huile éthique.
La RSPO s'engage à ne pas déforester la forêt primaire, ainsi qu'à offrir de bonnes conditions de salaire aux ouvriers. À en croire ce film institutionnel, la production d'huile de palme durable serait exemplaire. Afin de préserver la qualité des sols, nous limitons l'utilisation d'engrais chimiques. Nous favorisons la santé au travail et offrons des soins aux travailleurs. Bref, une huile idéale, produite dans des conditions idéales. En Europe, plusieurs des géants de l'agroalimentaire y ont adhéré, notamment Ferrero pour son Nutella. Carrefour est aussi l'une des premières entreprises à s'être mobilisée pour une huile de palme durable. Elle est membre de la RSPO depuis 2006. Elle a supprimé l'huile de palme classique d'une centaine de produits de sa marque. Et pour tous les autres, elle en est sûre, l'huile de palme durable est LA solution. Dans les cas où on était obligé de conserver cette huile de palme, on s'est dit qu'il fallait à tout prix que cette huile provienne de zones qui n'étaient pas issues de la déforestation, qui étaient produites dans des conditions qui respectaient l'environnement, conformes au bien-être des producteurs locaux et des populations qui le produisent. Donc on a cherché à identifier les approvisionnements de ces huiles qui respectaient toutes ces valeurs de durabilité. La promesse est séduisante et elle donne bonne conscience aux acteurs du marché comme aux consommateurs. Mais sur le terrain, qu'en est-il vraiment? Première surprise, à Kalimantan, toutes les plantations durables que nous avons contactées ont refusé de nous accueillir. Nous avons téléphoné au groupement RSPO. Mais même eux ne sont pas parvenus à convaincre les plantations. Des refus quelque peu embarrassants à justifier pour le service de communication. Peut-être que par le passé, ces plantations ont eu de mauvaises expériences avec des journalistes. Et maintenant, elles ont peur. Les plantations durables auraient-elles quelque chose à cacher? Elles affirment protéger le bien-être des producteurs locaux. Nous allons constater que la réalité est parfois tout autre. À Kalimantan, toutes les plantations RSPO sont gardées par des vigiles en armes. Impossible d'y pénétrer. Safroudine et Arié, nos deux militants écologistes, vont nous faire rentrer dans une plantation durable avec l'aide d'un villageois qui y travaille. Grâce à lui, nous passons la barrière sans encombre. Des palmiers à perte de vue sur 20 000 hectares. À 1 heure de route du premier village, nous arrivons dans le campement des petits planteurs. Ils sont une vingtaine à vivre dans ces baraquements avec leurs familles. Ces ouvriers ont un accord avec la plantation RSPO. Ils cultivent un lopin de terre que leur a attribué la plantation. En échange, ils doivent lui verser une partie de leur récolte pendant une dizaine d'années. Un jour, ils espèrent ainsi devenir propriétaires. Nous nous présentons comme journalistes. Aucun des petits planteurs ne souhaite s'exprimer devant notre caméra. Mais ils acceptent de discuter avec nous et c'est en caméra cachée que nous allons recueillir ce qu'ils ont sur le cœur. Vraiment, nous ne faisons plus confiance à l'entreprise. Elle disait qu'elle allait nous rendre la vie meilleure. Mais c'est faux. Et les faits sont là. Ce n'est vraiment pas le cas. Elle prélève une trop grande partie de notre récolte en échange du terrain. Rendez-vous compte, à la fin du mois, il nous reste seulement 8 € par planteur pour vivre. 8 € par mois, quand le salaire moyen indonésien est à 115 €. Pour les associations, ce système d'accession à la propriété n'est rien d'autre que de l'exploitation.
En fait, c'est du greenwashing. Les plantations ont besoin de ce système de petits planteurs pour obtenir le label RSPO. Ce label leur permet de vendre en Europe et aux États-Unis. C'est tout ce qu'elles veulent. Vous savez comment on les appelle, nous? L'Organisation des prédateurs pour une rentabilité durable. La RSPO justifie ses bas salaires par la lourdeur des investissements sur le terrain. Elle assure qu'une fois devenus pleinement propriétaires, les petits planteurs gagneront bien leur vie. Nous ne sommes pourtant pas au bout de nos surprises. Nous allons découvrir que l'huile de palme est produite avec l'un des plus dangereux herbicides. À 2 heures de route de là, nous nous introduisons discrètement dans une autre plantation RSPO. Déjouant la vigilance du contremaître, nous filmons ces jeunes femmes qui pulvérisent un produit chimique. Nous leur demandons de quoi il s'agit, tout en protégeant leur anonymat. Qu'est-ce que c'est que ce produit? C'est un désherbant. C'est pour tuer les herbes? Oui, c'est pour tuer ces herbes. Elles sont trop proches du palmier. Vous connaissez le nom du produit? Gramoxone? Oui. Du gramoxone, un puissant désherbant à base de paraquat. Un produit toxique, interdit en France et aux États-Unis, comme dans 36 autres pays, mais pas l'Indonésie. Le paraquat ronge la peau et les ongles. Plus grave, il attaque les poumons, la gorge et le système nerveux. La pulvérisation de paraquat doit se faire équipée de protection. Les jeunes filles que nous croisons ce jour-là n'en portent pas. Nous leur demandons pourquoi. Vous ne portez pas de gants? Parfois oui, parfois non. Souvent j'oublie et je n'en mets pas. Et un masque? J'ai un masque, mais je ne le porte pas car il fait tellement chaud que c'est insupportable. Ça vous arrive d'avoir mal à la poitrine ou du mal à respirer? Oui, ça arrive. Et vous savez que le gramoxone est mauvais pour la santé? Vous savez que c'est mauvais? Vous le savez ou pas? Oui, on le sait. Oui. Pulvériser du paraquat sans protection ne semble pas être un problème. Nous sommes bien loin des recommandations mises en avant par la RSPO dans ses films promotionnels, où les ouvriers sont protégés des pieds à la tête. Pour savoir si ce paraquat est fréquemment utilisé dans les plantations durables, nous retournons à Sampit, chez un grossiste en herbicides. Il approvisionne différentes plantations RSPO ou non, et il est fier de nous montrer tous les produits à base de paraquat qu'il propose. Sont tous les mêmes? Oui, oui. Et du gramoxone, vous en avez aussi? Oui, celui-là, c'est le plus connu. C'est celui que les gens ont l'habitude d'acheter. L'an dernier, le patron de la boutique en a vendu 25 tonnes. Et selon lui, on peut utiliser le gramoxone en masse. Pas de raison de s'inquiéter, car il existerait un bon moyen de s'en protéger. Son explication va nous sidérer. Cette boisson est un antidote contre les herbicides. C'est ce qu'on prend la plupart du temps quand on a des douleurs. Mais c'est du lait concentré sucré. Ça ne peut pas marcher. Si, ça marche. Vous voyez, l'herbicide entre par la gorge et quand on boit le lait, ça tapisse les parois et ça neutralise le poison. C'est même arrivé que quelqu'un qui avait avalé de l'herbicide boive du lait et ensuite guérisse. Si le patron nous raconte tout ça, ce n'est peut-être pas un hasard. Selon lui, le fabricant du gramoxone Syngenta pousserait les grossistes à la vente. Il récompense les meilleurs vendeurs en leur offrant des cadeaux. L'an dernier, le patron a gagné une mobilette. Cette fois-ci, il vise le jackpot. Ce que je voudrais maintenant, c'est le voyage à Paris. Syngenta est le leader mondial dans la recherche de pesticides.
le groupe suisse pèse plus de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Par une simple recherche sur Internet, nous découvrons que Syngenta est membre de la RSPO. Un fabricant d'herbicides engagé dans un label durable. Comment la RSPO a-t-elle pu accepter cela? Et pourquoi autorise-t-elle l'utilisation du paraquat hautement toxique dans ses plantations? Pour le savoir, nous sommes allés à 1600 km de là, à Jakarta, la capitale indonésienne. À force d'insistance, nous rencontrons un responsable de la RSPO. Eddy Swardi nous reçoit chez lui un samedi. Selon lui, impossible de se passer de paraquat. Le paraquat reste considéré comme l'un des herbicides les plus efficaces. La RSPO veut défendre le durable, mais il faut qu'on soit réaliste. Sinon, on risque de porter un coup d'arrêt à la production dans les plantations. Nous devons trouver des moyens de faire quand même avec le paraquat. Une interdiction totale dans l'immédiat ne serait pas sage. Mais peut-être que ce qu'il faudrait, c'est prévoir des restrictions progressives. Et quand nous abordons le cas de Syngenta, le fabricant de pesticides, notre interlocuteur semble soudainement embarrassé. Est-ce que vos positions sur le paraquat ont quelque chose à voir avec le fait que Syngenta soit membre de la RSPO? Non, non, pas du tout. Nous sommes très transparents. Nous voudrions réduire l'utilisation du paraquat, mais quelles sont les autres options existantes? Vous comprenez? Cela n'a rien à voir avec Syngenta ou quoi que ce soit d'autre. L'huile de palme durable a donc encore beaucoup de progrès à faire pour être vraiment durable. En attendant, l'utilisation de produits chimiques comme le paraquat provoque des dégâts bien au-delà des plantations. Nous nous rendons à Pondok Damar. Ce petit village se trouve en lisière d'une plantation RSPO. La rivière est le seul endroit que les villageois ont pour se laver. Mais depuis qu'une palmeraie s'est installée ici il y a une dizaine d'années, l'eau n'est plus aussi pure selon les villageois. Et personne n'a de doute sur les raisons de ce changement. À cause de ces palmiers, notre quotidien est devenu plus compliqué. Même pour se baigner, c'est difficile maintenant. Parfois, après la pluie, on ne peut pas aller dans la rivière. L'eau devient opaque. Elle n'est plus propre du tout. Une fois qu'on s'est baigné, ça gratte. Une jeune mère de famille que nous croisons là nous confie ses craintes, tandis que sa petite fille est dans l'eau. Nous n'avons pas d'autre endroit. Nous sommes obligés de nous baigner dans la rivière. Ça vous donne des démangeaisons? Oui, ça nous gratte. On peut aussi se sentir mal. Et puis les enfants tous. Toujours pas de poissons? Non, de toute façon, ils sont tout petits. Les plus gros sont comme ça. Il n'y a plus de gros poissons? Non, non. Selon eux, il n'y aurait plus de poissons, car les eaux souillées par le paraquat et d'autres produits chimiques se déverseraient directement dans la rivière dès qu'il pleut. En France, certains ont conscience de toutes ces dérives et ne veulent pas les cautionner. Cette école du 2e arrondissement de Paris a fait un geste militant. Ici, depuis 3 ans, on ne sert plus une goutte d'huile de palme à la cantine. Une décision imposée par le maire vert de l'arrondissement. Menu du jour, œufs béchamel épinards, salade d'endives, gâteau au chocolat et des élèves de CM1, CM2 imbattables sur l'huile de palme. Est-ce que tu sais ce que c'est que l'huile de palme? Oui.
c'est une huile qui est tirée du fruit du palmier. Tu sais où ils poussent ces palmiers? On rase des forêts et on les met, donc c'est pas vraiment bien pour l'environnement. Et en France, tu crois qu'on l'utilise à table? Non, on l'utilise pour faire des biocarburants ou dans les villes industrielles de l'agroalimentation. Ici, les enfants sont nourris comme autrefois, avant l'ère de l'huile de palme. Des plats frais, cuisinés sur place. Aujourd'hui, le maire en personne est venu faire son petit sondage. Ça va les enfants, c'était bon? Oui. Ça vous a plu? Oui. Bon. Sauf les œufs durs. Sauf les œufs. Ah bon, ils sont bio les œufs? Faut faire attention. Le Nutella est recommandé par les meilleures crêpes. Par qui? Par les meilleures crêpes. Ah, par les meilleures crêperies, oui, mais bon, c'est pour rire. Parce que les crêpiers, c'est pas forcément ceux qui connaissent le mieux la diététique et la santé. Vous l'avez aimé le cake au chocolat? Oui, il est c'est ce monsieur qu'il faut féliciter. Certes, les enfants continuent d'aimer le Nutella, mais le maire est persuadé que ces repas sans huile de palme contribuent à leur éducation. L'élu vert a d'ailleurs proposé que toutes les cantines parisiennes suppriment l'huile de palme. Aujourd'hui, on sait que l'huile de palme, c'est pas bon pour la santé, et en plus, sa production détruit la forêt primaire, notamment dans les régions de production en Asie. Et c'est deux bonnes raisons toutes simples, mais qui nous amènent à nous dire, nous, responsables publics, qu'est-ce que l'on peut faire pour lutter à la fois contre la dégradation de l'environnement et pour améliorer la santé des enfants. Et ça, interdire l'huile de palme ou ne plus la tolérer dans les repas qui sont servis aux enfants, eh bien procède de cette démarche de responsabilité. Une démarche qui reste exceptionnelle. Beaucoup d'entre nous ont du mal à se passer du moelleux, du croustillant et de toutes les qualités de l'huile de palme. En l'espace de 50 ans, c'est devenu un gigantesque business qui pèserait plus de 32 milliards d'euros. S'il ne s'agit pas de bannir l'huile de palme, sans doute faut-il apprendre à la consommer avec modération. Pour le bien-être de nos artères, comme pour celui de la planète.